Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Tribune de presse. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité. La Moukas, ça va nous intéresser comme sujet aujourd'hui. Martin Fayulu qui déclare le pays en faillite et sa feuille de route semble être le remède approprié. Ça veut dire le plan de sortie de crise de Martin Fayulu et puis les élections anticipées. Pourquoi pas en parler? Les discours contre discours. Martin Fayulu va s'adresser à la nation le 30 décembre. Un peu comme Fachi l'a fait parce qu'il s'estime être président élu. Et le discours de Félix Tshisekedi comme président de la République, c'est vrai, on ne parlera pas de la forme, maintenant on va parler du fond. Parce qu'on estime qu'après 2-3 jours, on a eu quand même le temps de lire le 40 pages. Et on a eu le temps d'écouter, de réécouter les 2 heures de discours. On va en parler tout à l'heure avec mes invités. Pour la première fois, je reçois dans le cadre de cette émission Tribune de presse Feli Kabala, qui est déjà devenu un bien habitué des Congo Buzz. Feli Kabala, communicateur du chef de l'État, ancien cadre de l'UDPS en Europe, la diaspora on va dire. Feli Kabala, comment allez-vous? Je me porte bien. Merci pour l'invitation d'abord. Hein. Merci. Le plaisir est partagé. Alors, vous rencontrez aujourd'hui le prof Mvoto, c'est l'habitude de mardi, tous les mardis. Vous allez vous habituer à voir le professeur Mvoto ici. Comment allez-vous, prof? C'est un plaisir de revenir sur Congo Base. Je salue tous les téléspectateurs, les internautes. Alors, comment va le chemin de la paix? Ça se porte bien, nous sommes toujours dans cette lutte pour la paix, d'autant plus que c'est encore plus d'actualité malheureusement. Ce qui s'est passé à Béni, nous continuons à crier, à plaider, à appeler à la conscience des uns des autres, surtout des gouvernants, pour qu'ils puissent s'investir afin que la paix revienne véritablement. Est-ce que vous avez été heureux quand le président a cité les noms de Dr Mukwege alors qu'il n'était pas encore président? C'était un rappel à la nation que c'était une fierté. Est-ce que ça vous a touché, ça vous a réconforté? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne chose de le faire? Oui, mais je crois, en tant que chef de l'État, ce qui s'est passé jusque-là, c'est déplorable. Il faut faire la part des choses. Mukwege, moi j'ai dit Mukwege, qu'on soit un caporal, qu'on soit un huissier ou un général, nous sommes tous Congolais. On a des ressources à la disposition de ce pays. Et lorsqu'on est chef de l'État et qu'on voit un compatriote être hissé à ce niveau-là et faire semblant d'ignorer, c'était pas normal. Donc, je crois que Fachi s'est mis dans la bonne direction. Il a rencontré Dr Mukwege à New York et c'était que normal. Dans le cadre de ce discours d'État de la Nation où il a rappelé tous nos compatriotes qui méritent de la nation et qui se sont distingués, il ne pouvait pas ne pas. Très bien. Alors, mais là, parlons déjà de ce discours, on va dire le discours de Fachi, on va prendre la Mouka juste après. Ce discours, finalement, les gens pensent qu'il était un long discours. Mais la question est de savoir, qu'est-ce qui ne devait pas être dit, qui a été dit, qui a allongé le discours, monsieur le professeur? Bon, ce discours-là, il faut le situer dans son contexte. C'est un discours de l'État de la nation. C'est un discours, c'est la Constitution qui le recommande, ça existe partout dans le monde, d'une manière générale. C'est-à-dire que le 30, au mois de décembre, généralement, le chef de l'État, de par la Constitution, doit rendre compte à la nation, doit fixer l'opinion sur l'état de la nation. La nation se porte comment? Comme c'est un nouveau président, il a pris le pays dans quel état? Pour lui, bonne coïncidence, le mois de décembre considère pratiquement une année de mandat. Une année après, qu'est-ce que le pays est devenu? Et c'est alors qu'après qu'on dit où nous allons. Voilà, compte tenu de l'état qui a été fait. C'est dans ce contexte, par exemple, vous vous rappelez que Joseph Kabila pouvait dire le Congo va mieux qu'il y a 15 ans, n'est-ce pas? Donc il estime, ça c'est lui qui le dit, qu'il a pris le Congo dans un état et 15 ans après, c'est mieux qu'avant 15 ans. Donc, ce discours-là devrait être fixé dans ce contexte-là. C'est un discours bilan. Alors, Félix Tshisekedi avait le choix entre un discours bilan, ce qui recommande la Constitution, et un discours programme. Mais je crois qu'il s'est beaucoup plus étendu dans un discours programme. Et lorsqu'on est dans un discours programme, on est dans un discours qui se rapproche d'une campagne électorale, ce que beaucoup d'analystes ont constaté, ce qui fait qu'on a beaucoup chose à dire. Si c'est un discours programme, même au-delà de ce qu'on peut aller à 3 heures, on peut aller à 6 heures. Mais si c'est un discours bilan, ça aurait été schématique et facile à retenir. Mais alors, en communication, parce que vous êtes professeur, vous enseignez la communication, est-ce qu'il y a eu un péché en communication? Il a péché dans sa communication? Non, sur le plan de la forme, tu sais que c'est un bon communicateur. Hein, donc,
si on compare par rapport à son prédécesseur, qui c'était, excusez-moi, vraiment un problème, pour ne pas dire une calamité en termes de communication. Sur le plan de la forme, tu sais qu'il dit, à cet âge-là, il parle facilement. Bon, maintenant, sur le plan du fond, c'est à gratter, à voir. Très bien, on va gratter à voir. Alors, Félix Kabala, vous étiez dans la salle, vous étiez présent quand le président était en train de faire son discours. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui ne devait pas être dit, pardon? Est-ce que vous pensez qu'il y a un truc qu'il fallait dire qui ne l'a pas dit ou quelque chose de trop dans le discours? Bon, je peux faire une observation qui est toute simple. J'ai également suivi les analyses des différents internautes. J'ai suivi également les analyses de journalistes et des opposants, des hommes politiques de tous bords. D'abord, premièrement, la RDC est un pays à la dimension d'un continent. 4 fois la France, 80 fois la Belgique. Le discours qu'a délivré le président de la République est digne à la taille et la dimension de cette République continent. Autre chose que j'aimerais signaler et épingler. D'abord, vous devez comprendre ici que le président de la République n'a pas délivré un discours programme. Il est arrivé à la tête de l'État à l'issue d'un programme. Alors, il a scindé le discours à l'État de la Nation, d'abord en présentant l'État dans lequel la nation se trouve, et il a parlé de son bilan. Au niveau où il présente l'État dans lequel la nation se trouve, c'est ainsi qu'il incorpore les éléments de son programme et aux éléments de l'état de la nation dans lesquels il a trouvé quand il est devenu président de la République. Cela ne voudrait pas dire forcément qu'on était dans un discours programme. Non, on doit être réaliste. Il arrive au pouvoir, c'est la première fois que l'opposition accède à la magistrature suprême après 37 ans de combat. Quand j'ai dit l'opposition, c'est le parti phare de l'opposition, l'UDPS, et ses alliés, bien entendu, l'UNC et d'autres alliés. Alors, comprenez que pour la première année, l'exercice de pouvoir s'adresser au Parlement, les 2 chambres de Parlement réunies en congrès, c'est un exercice pour lequel on ne pouvait que s'attendre à un discours qui est considéré pour certains kilométrique. Nous, on ne considère pas cela kilométrique, parce qu'il ne fallait rien laisser de côté. Il fallait parler de tous les aspects de la vie sociale. Pourtant, il n'a pas parlé de journalisme. Il n'a pas parlé de médias au Congo. Mais non, bon, vous savez, moi, parler de médias ou ne pas parler de journalisme, moi, je peux le mettre dans le cadre de l'ouverture politique. Parce que l'ouverture politique implique nécessairement la liberté d'expression. Or, la liberté d'expression n'est seulement pas un monopole acquis pour le politicien, mais c'est aussi pour les citoyens qui ont le pouvoir, qui est souverain, qui met en place ses dirigeants, et aussi également ceux qui aident à pouvoir tenir la ligne, ce sont les médias. La liberté d'expression a été garantie, l'ouverture politique, c'est ça le premier geste qu'il a posé, et il en a parlé. Moi, je sous-entends que cette liberté d'expression est aussi celle de journalistes et du peuple congolais. Très bien. Oui, professeur, vous avez quelque chose à dire? Mais justement, vous savez, c'est parce qu'on est dans un discours programme que ceux qui ne sont pas cités se sentent frustrés. Voyez-vous, alors que les rendez-vous, ce n'est pas les rendez-vous de discours programme, c'est un rendez-vous de bilan. C'est ça l'état de la nation. A-t-il fait ce bilan? Oui, en partie. En partie? Oui, en partie. Mais je dis, s'il a fait 2h30, si on est dans un programme, on pouvait aussi faire 3 heures, on pouvait aussi 4 heures, si on doit parler de tout. Or, ce n'est pas le cas ici. Si on doit parler de tout, on fera 4 heures de discours et finalement, on va rien retenir. C'est un discours bilan, c'est un discours qui devait être un discours synthèse, schématisé sur chaque plan du secteur de l'État. Alors, rentrons... Et c'est très important. Oui, allez-y. Voilà, par exemple, vous dites, les journalistes ont été oubliés. Parce que les gens se disent, ah, mais puisqu'on n'a pas parlé de nous, peut-être qu'on ne sera pas pris en compte. Et pourtant, Tshisekedi a fait un clin d'œil à la presse, il est allé visiter la presse pour la première fois. Oui. Voilà, par exemple, le Nord-Ubangi, j'ai suivi un député Nord-Ubangi aujourd'hui qui s'est plaint, et a raison. Il rappelle que les 100 jours de sur l'État, aucun indice au Nord-Ubangi. Il rappelle que... Le gouvernement, la composition du gouvernement, pas un membre de Nord-Ubangi. Seul le Nord-Ubangi est oublié au gouvernement. Et pourtant, le chef de l'État a promis que ce serait représentatif dans tous les niveaux. Et puis, il y a des cas comme ça, des barrages qui sont tombés à panne et tout. Voilà. Et les gens sont frustrés parce que les gens considèrent que c'est un discours programme. Parce qu'il n'a pas parlé non plus des anciens combattants. Il n'a pas parlé d'eux. Il ne peut pas parler de tout. Parce que ce n'était pas un discours programme. Justement, c'est ça. Donc, il tombe dans son piège.
Puisque les gens veulent le discours programme, chacun veut trouver sa part. Est-ce que vous pensez que le président a fait un discours programme ou il a fait un discours bilan? Non, mais si vous savez, il y a des spécialistes d'analyse des textes. Oui. On peut analyser un discours. Si vous analysez ce discours-là, c'est davantage un discours programme qu'un discours bilan. Très bien. Voilà. Alors, Félix Kabala, vous allez réagir et puis on va rentrer dans le fond maintenant. Mais je rebondirai par vous, parce que vous allez rebondir, mais je reviens en vous disant ceci. Qu'est-ce que le président a fait qui peut lui... Je dirais, qu'est-ce que le président a fait pendant 10 mois pour lesquels il est fier, voilà, pour lesquels il est fier ou pour lesquels il peut dresser un bilan positif et sans contradiction. Je peux être précis là-dessus. Oui. Il y a tant de choses qui ont été faites, mais le programme, la mesure phare de son début de quinquennat et qui restera des années, même pour celui qui viendra, les successeurs, c'est la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, il a signalé que c'était une disposition constitutionnelle qui a souffert de son application depuis 14 ans, c'est-à-dire depuis le jour où la Constitution a été promulguée 2006, en ça va être 2006. 13 ans, 14 ans, l'année 14 ans, prochaine. oui, l'année prochaine, parce que Oui. comme on est déjà C'est l'année à la prochaine. fin de l'exercice, Très bien. c'est-à-dire de la première année de son mandat, donc on comptabilise l'année prochaine, Exact. ça fait 14 ans. Donc il ne pouvait pas, en arrivant au pouvoir, se substituer de cette disposition, raison pour laquelle c'est la mesure phare. Et c'est une mesure qui produit déjà des effets parce qu'au début, elle n'était pas compréhensible par les autres parce que certaines personnes pensaient être laissées de côté, mais il a appliqué, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, le contexte de cette disposition constitutionnelle. Pour revenir... Mais ce n'est pas encore effectif parce qu'il y a le caractère obligatoire qui n'a pas encore été pris en charge. Je crois que c'est un processus, vous voulez parler. Mais oui. Et pour donner les chiffres, c'est 2 fallait- 500 000 enfants Mais tout à fait. qui ont repris les cours. Mais c'est de même. Vous savez, lorsque vous êtes un malade, vous allez sur le lit de l'hôpital, la table d'opération, on va vous opérer. Lorsqu'on vous opère, vous n'êtes pas guéri immédiatement. Vous aurez encore des effets des douleurs de l'opération. Et lorsque vous serez en convalescence, on va commencer à voir des signes de la guérison parce que avant l'homme ne marchait pas. Maintenant, après son opération, il marche quand même avec des douleurs, mais on sent qu'il y a des signes encourageants. Très bien. C'est de même avec la gratuité de l'enseignement. Pour vite rebondir au niveau de professeur, moi je ne pense pas et que je continue à insister que ce n'est pas un discours programme. Pourquoi je le dis? D'abord, lorsqu'il dit que c'est le bilan, il a présenté en partie. Je peux être d'accord avec lui en partie. Pourquoi? Parce que si l'on prend l'ensemble du quinquennat qui est de 5 ans, du président Tshisekedi, je serais d'accord avec lui que ça doit être un bilan en partie. Mais pour le 10 mois et 20 jours, ce n'est pas un bilan en partie. Parce qu'il a presque mentionné la majeure partie des œuvres qui ont été accomplies sur le terrain. Ben, vous dites majeur, vous ne dites pas total. Majeur. Ouais. Pourquoi je dis de majeur? Parce que le programme de 100 jours n'a seulement pas été confronté au problème de temps, mais il a été aussi confronté aux problèmes réalistiques qui s'est présenté sur le terrain. Raison pour laquelle, lorsque on dit que non, le Nord Ubangi n'a pas été concerné par le programme des 100 jours, on comprend cela, et c'est la raison pour laquelle, dans son discours de l'État de la Nation, il a parlé de la continuité de programme de 100 jours. À ce niveau, certains experts autour de lui donneront peut-être un autre nom, un nouveau nom à ce programme de mesures d'urgence de 100 jours, l'appeler peut-être XY pour continuer. Alors, le bilan, on va parler peut-être du bilan, monsieur le professeur. Qu'est-ce que Fachi a fait qui le rend si fier? Parce que quand on parle de la gratuité de l'enseignement, vous avez suivi les propos des professeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est quand même amélioré. Mais quand vous parlez, par exemple, des routes, les routes se dégradent encore de temps en temps. Les sauts de moutons qui étaient finalement des infrastructures assez phares, qui n'ont toujours pas été livrées, on va dire, un seul, je veux dire, c'est ce qui est à Pompage, qui sera peut-être livré sur les 6 ou sur les 5. Est-ce que vous avez d'autres choses, vous avez relevé d'autres choses qui n'ont pas été faites? Vous savez, le président Tshisekedi parle bien, très bonne expression. Il réjouit les Congolais. C'est une tradition au Congo que les chefs parlent bien. Mobutu, c'est un bon orateur. Mouzé, c'est un bon tribun. Donc, Joseph Kabila fait une parenthèse, Tshisekedi revient bien parler. Mais le problème, c'est que moi, je crains que Tshisekedi puisse tomber dans son piège. Parlons de 100 jours. C'est lui qui dit, bon, je suis venu au pouvoir, je fais un programme pour 100 jours pour évaluer. Mais les 100 jours, c'est révolu. Mais je suis étonné que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement continue à parler de 100 jours. Les 100 jours, c'est quoi?
Mais 100 jours, c'était partout au monde, lorsque quelqu'un prend les affaires, que ce soit un ministre, que ce soit un PDG, à 100 jours, on l'évalue. S'il est dans la bonne direction ou non. Mais c'est passé 100 jours. Mais on a voulu faire de 100 jours un programme du gouvernement et on est à une année. On parle encore de 100 jours aujourd'hui. Je suis désolé. On est dans un pays où on n'est pas sensible aux chiffres. 100 jours, c'est 100 jours. Au début, on a voulu un peu dire, au fait, 100 jours commence le jour où on a annoncé. Non, 100 jours, c'est les 100 jours à partir du 25 janvier. Mais il faut bien le compter. 100 jours, c'est combien d'heures par jour? Oui. C'est ça aussi le problème. Mais il faut pas aller dans ces chiffres-là, donc c'est illogique. Donc il ne faut pas nous emballer dans ce genre de chiffres. 100 jours, c'est normal. Après 100 jours, on évalue. C'était bon, c'était pas bien, on avance. Ben, alors vous, c'était bien ou pas bien? Non, mais Caméra a promis d'évaluer le savoir, on n'a jamais évalué. Personne n'a pris le courage d'évaluer le savoir parce que j'ai quand il n'y a pas de contenu. C'est ça le problème. Le discours de 100 jours, on l'a fait à la place des Sangères, il y avait beaucoup de promesses. Il fallait 100 jours après qu'on évalue. Personne, ni le gouvernement, ni Félix lui-même, ni Caméra qui a promis d'évaluer, n'est passé rendre compte. C'est un problème de redevabilité. Le problème ici, c'est quoi? C'est que je dis que Fathi risque de se prendre à son piège. Ces pays, tous les Congolais savent dans quel état il est. Dans quel état Fathi l'a pris. Je ne pense pas que les Congolais peuvent en vouloir à Félix Tshisekedi. Mais il faut qu'ils disent la vérité aux Congolais. Parce que vous pensez qu'il ment? L'occasion, non. Ou il ne dit pas assez? Il ne dit pas assez. L'occasion, c'était... Le discours bilan, c'est pour qu'ils disent aux Congolais, voilà comment j'ai pris ces pays. Voilà dans quel état, en janvier, j'ai pris ces pays. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan des infrastructures. Je donne un exemple simple. Lorsque une route aussi importante que l'université s'effondre à Livoulou, et Félix va visiter et donne 2 heures pour révolter. Est-ce que c'est le fait de Tshisekedi pour que la route s'effondre? Est-ce qu'on peut vouloir tirer parce que la route s'effondre? Non, c'est pas lui. Cette route-là, ça s'effondre, c'est le fait des 32 ans de règne de Mobutu, des 20 ans de règne de Kabila. C'est la néglige, là où les routes n'ont pas été entretenues, les sites n'ont pas été entretenus. Donc, il faut qu'il ait le courage de dire aux Congolais, voici l'état dans lequel nous nous trouvons. Est-ce qu'il ne serait pas en posture d'accuser les gens? Est-ce qu'il ne serait pas en posture d'accuser Kabila, de reprendre ça Kabila? C'est la constitution qui dit, lorsque l'État arrive à la fin de l'année, il fait l'état de la nation. L'état de la nation, c'est comme quand tu vas à l'hôpital. Le médecin fait un check-up, il te fait faire des examens, il dit voici l'état dans lequel tu te trouves. Maintenant, nous commençons des soins pour t'amener quelque part. Mais il faut bien faire cet état. Si cet état n'est pas... Si le diagnostic n'est pas bien posé, demain vous aurez des problèmes. Je termine. Il y a ici dans notre pays des malades qu'on ramène comme ça. Hein. On va d'abord dans un centre médical du coin. Et dès que la personne devient pratiquement mourante, on court à l'hôpital de référence. Mais le médecin qui reçoit le malade, il doit bien poser le diagnostic, sinon il sera responsable. Très bien. Oui, Félix. En tout cas, j'irai vraiment tout droit dans la contradiction avec le professeur. J'espère qu'il ne faut pas mélanger des arguments ou peut-être essayer de flouer les discours du chef de l'État. D'abord, premièrement, en ce qui concerne les 100 jours, vous devez comprendre que les 100 jours n'étaient pas faits pour répondre à un bilan depuis l'accession du pouvoir et après 100 jours, on fait les bilans. C'est d'abord une habitude qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Si nous, on a voulu... Ça existe partout ailleurs, ça n'a pas existé en République démocratique du Congo. C'est pas parce que Félix Tshisekedi devient président de la République qu'on doit tout peindre toujours bien pour lui, il doit faire les choses comme un ange. Non, ce n'est pas un ange, c'est un humain comme vous et moi. Il a des qualités, il a des défauts, mais nous travaillons beaucoup plus sur ses qualités parce que ces qualités peuvent amener le pays d'un point vers un autre. Les 100 jours, il faut d'abord comprendre ceci, monsieur le professeur. Les 100 jours sont arrivés dans un contexte particulier. C'est l'opposition qui arrive au pouvoir. Mais les résultats dans l'ensemble fait que la majorité parlementaire est accordée par ces mêmes peuples à ceux qui étaient jadis hier au pouvoir. D'où on ne pouvait pas d'un coup de bâton magique, d'une manière abracadabrantesque, se lever dire que non, bon voilà, je mets en place le gouvernement, voilà, nous avons ceci. Non, il fallait des consultations. Et vous savez, les tractations politiques, des consultations politiques, on ne le fait pas en un seul jour, on ne le fait pas en 2 jours, parce qu'on doit prendre en compte la réalité. Mais si nous parlons de l'évaluation des 100 jours, c'est l'évaluation des 100 jours, oui. On ne va pas faire de la tautologie politique.
Moi, je ne préfère pas cela. On ne peut pas invectiver ou bien pointer du doigt les directeurs de cabinet. Monsieur Vital Kamé. Laissez-moi terminer. Non, laissez-moi. Mais laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas interrompu. Je vous ai écouté d'une manière très orthodoxe. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas pointer du doigt les directeurs de cabinet du président de la République, monsieur Vital Kaméré, qui avait dit qu'il avait promis de pouvoir faire un bilan, évaluer. Mais attendez, il est directeur de cabinet. Qui est le président de la République? C'est Félix Tshisekedi. On peut discuter avec le président, évaluons les 100 jours. Pourquoi évaluer les 100 jours maintenant et que dans quelques mois, nous serons devant la nation pour faire les discours de l'état de la nation et présenter les bilans? Parce que quand il présentait les bilans... Mais 100 jours, ça fait 6 mois. Mais attendez. Ça fait 6 mois, donc voilà. Les 100 avant jours... le gouvernement. Hein. C'était même avant le nouveau gouvernement. Attendez. Oui. On fait les choses par rapport à la loi. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui nous oblige à faire le bilan de 100 jours. Mais le bon sens, hein. Le bon sens nous oblige. Le bon sens, c'est la redevabilité par rapport à la loi. Moi, je suis beaucoup plus légaliste. La loi nous dit qu'à la fin de l'année, le président de la République s'adresse à la nation à travers le Parlement. On va évoluer. Et c'est ce qu'il a fait. Très bien. Et même à travers Évoluons. son bilan... Monsieur le professeur est en train de mélanger tout. Le président de la République est allé secteur par secteur. Il est allé donner les chiffres de comment est-ce qu'il a trouvé l'état de la nation. Et là, où nous sommes arrivés. Un petit exemple pour évoluer rapidement. Il a commencé par la situation sécuritaire. N'est-ce pas qu'il a dit, dans les 26 provinces qu'il a trouvées quand il est arrivé au pouvoir, il a trouvé 6 qui avaient des problèmes sécuritaires. 2 s'en est sorti. Le Katanga, le Tanganyika et le Kasaï. Aujourd'hui, il travaille sur l'insécurité à l'est, le Grand Nord Kivu et les Sud Kivu. Je ne sais pas où est-ce que le professeur n'avait pas entendu quand le président de la République, après avoir présenté généralement son discours pour l'état de la nation, quand il a commencé à développer secteur par secteur, je ne sais pas si le professeur était devant la télé ou dans la salle. Non, mais le professeur relaie le propos d'un député des Ubangi qui pense que Ubangi n'a pas été cité dans le discours. Ça, c'était bien avant. Je parle là, j'étais en train de le contredire maintenant. Là. Ah, d'accord. Très bien. J'étais en train de le contredire maintenant. Est-ce que voulez-vous qu'on évolue finalement? On va évoluer. Parlons de l'économie toujours. Est-ce que quelque chose a changé depuis que Félix Tshisekedi arrive? Je rappelle quand même le contexte. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, le dollar chute, c'était à 16, c'est tombé finalement à 13. Le peuple a crié bravo le roi est arrivé. Et puis aujourd'hui, le dollar s'échange à 1700 et quelques francs congolais. Comment vous expliquez ce chose? Avancée ou régression, Félix Kamala? Bon, je peux dire ceci. En matière économique, on ne jubile pas avant parce qu'on fait face aux réalités. Certes, vous savez, la fluctuation des devises sur le marché a souvent souffert, même dans le monde réaliste, de ce qu'on appelle des spéculations. Aujourd'hui, par exemple, il y a une catastrophe naturelle au niveau, par exemple, des États-Unis. Ça fait changer le cours de marché. Vous comprenez? Et aujourd'hui également, même en termes politiques, Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, déjà dans les mentalités des têtes à dollar et kokita, obo et kokita. Mais il doit faire face aux réalités par rapport à ce qu'il y a présent. Qu'est-ce que le pays a produit? Qu'est-ce que le pays aura à dépenser? La balance entre ce que le pays produit et ce que le pays dépense représente soit une balance positive ou négative. Mais ce que j'ai aimé du président de la République, il faut le noter clairement, il a été franc et honnête. De venir devant la nation, présenter un budget et il dit clairement que le budget est en déficit. Les gens ont cru que peut-être c'était une faiblesse. Non, c'est une honnêteté politique que l'on recherche souvent dans le rang de nos hommes politiques. Je rappelle un élément. Il hérite d'une nation et il hérite d'un budget de l'exercice précédent. Il n'était pas encore président de la République. Il hérite de ces budgets. Et lorsqu'il arrive, c'est un président qui a un programme. Ce programme va coûter de l'argent. Et le budget de l'État est maigre et inacceptable. À peine 4 milliards, 5 milliards. C'est inacceptable pour lui. Il arrive, il se dit, quelle est la disposition constitutionnelle qui souffre jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas été mise en application? C'est la gratuité de l'enseignement. Il est conscient que ça va coûter de l'argent et ça risque d'amener le budget de l'État dans le rouge. Mais il se dit, il faut le faire pour stimuler le fait que les fuites des capitaux, à travers la corruption, à travers ceux qui gèrent les recettes de l'État, que cela puisse au moins
changer parce que j'ai mis une disposition que personne ne va combattre ou enlever. Très bien. Alors, je reviens à vous, monsieur le professeur. Toujours la même question sur l'économie. Le panier de la ménagère ne change pas toujours. Le Congolais ne mange pas 3 fois par jour. La galère, elle est toujours là. La misère, elle peut être perceptible en le regardant. Est-ce que des choses ont changé? Le drame de ce pays, c'est que les gens n'aiment pas les chiffres. Et tant qu'on n'aime pas les chiffres, on ne va pas avancer. Parce que les chiffres ne montent pas. Oui, les chiffres ne montent pas. Mais on peut les faire mentir. On peut le dire, on peut Oui, faire on dire peut aux le chiffres faire tout mentir. et rien. Voilà, par exemple, lorsque le gouvernement dit nous passons d'un budget de 7 milliards à 10 milliards. Oui, c'est bien. La commission budgétaire fait des calculs et tout ça. Mais on ne nous dit pas d'où viendront les 3 milliards. Ailleurs, lorsqu'on dit que le budget va monter, on dit ok, nous allons plus taxer les riches, par exemple. Ou nous allons lancer telle infrastructure ou bien telle unité de production. Mais on ne nous dit pas d'où viendront les 3 milliards. Mais les 3 milliards, c'est quand même la moitié du budget. Mais c'est clair, le président l'a si bien dit, qu'ils vont bloquer, ils vont boucher le trou. Vous êtes sans l'ignorer que 15 milliards de dollars s'échappent dans le trésor. Oui, mais c'est ça. Il a dit qu'il va d'abord bloquer ces trous là-bas, Ces trous-là. intercepter un bon nombre, une bonne partie d'argent. Et jusqu'aujourd'hui, puis voilà. on dit une chose, mais le comportement dit le contraire. Comment mais lorsqu'on ça? veut boucher le trou, tout le monde a créé. Il y a 15 millions de dollars qui se sont volatilisés. Oui. Il n'y a pas de. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de. On ne sait pas qu'est-ce que c'est devenu. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de résultats. Et on dit que demain, ça sera mieux que ça. Mais que dites-vous de la DGI, pardon, de la DGDA qui a fait le maximum de ce qu'il a jamais fait? Il a atteint Ça, c'est le discours de tout. C'est pas un taux qu'il n'a jamais réalisé. Non, ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Je vais vérifier. Chaque année, ces entreprises-là, ces régions disent toujours on a fait des exploits. Mais par rapport à quoi? Mais homologué par la banque. Oui, Donc mais- vous pensez que la banque est dans l'arnaque Non, aussi? mais c'est La vrai. banque nous ment aussi? La banque enregistre ça? Je suis ce service depuis des années. Très bien. C'est chaque année qu'ils font toujours des exploits. Alors, c'est pourquoi moi je parle de chiffres. Des exploits par rapport à quoi? Hier, ils ont eu, bon, disons, ils ont fait 80 000. Aujourd'hui, ils ont fait 80 000. Mais 90 000, c'est plus que 80 000. Mais c'est par rapport à quoi? Par rapport à quelle assignation, vous voulez dire? C'est ça. On ne connaît pas aussi les assignations. C'est ça le problème. Peut-être Donc, ça. ils sont en train de battre leur propre record. Mais par rapport à quelle référence? C'est ça le problème. Vous demandez C'est parce donc que- au président, finalement, à la nouvelle gouvernance, de fixer les assignations, de façon que tout le monde sache exactement qu'on peut coter que tel a réussi, tel n'a pas réussi, sinon on va s'autoproclamer. Non seulement fixer les assignations, mais ceux doivent les fixer, mais sur de base des données chiffrées, objectives. Nous tous, on sait les impôts, combien l'État perd en termes d'impôts dans ce pays. Alors, qu'est-ce que Le dit... problème, c'est qu'il faut mettre en place des mécanismes. Et c'est là où, de la part du gouvernement, on ne sent pas de signaux forts à terme d'arrêter la corruption, à terme de bloquer toutes ces fuites de capitaux, de fuites de recettes. Que dites-vous de ce que le président dit? Il dit des choses. Moi, ça m'a étonné, en tout cas. Il dit qu'ils vont soit dépasser les budgets, c'est-à-dire les assignations, soit les atteindre. Donc, le président ne laisse aucune possibilité à un échec. Mais c'est ambitieux et je crois que c'est ce qui convient pour le Congo. Oui, mais le Congo ne peut que se réjouir de ça. Non, on peut que se réjouir de ça. Mais vous Et pensez on que c'est souhaite- toujours un discours? Non. Le problème, c'est que je voudrais qu'on soit concret. Ok. Je voudrais qu'on passe aux actes. Mais ça fait une année. Ça fait une année. Des signaux forts en termes de gestion, à l'endroit des gestionnaires, à l'endroit de ceux qui touchent à l'argent de l'État. C'est important, c'est dissuasif. Mais lorsqu'on on projette seulement, j'ai craint que le temps passe. D'ici là, ce sera la deuxième année. Ce qu'on dit, c'est pas parce qu'on est contre le président. On voudrait bien que les choses marchent. C'est dans l'intérêt de nous tous. Très Voilà, bien. c'est pourquoi on interpelle. Très bien. Alors, on va terminer. Oui, vous rebondirez. Parce qu'il faut gagner le temps. Il y a encore un dossier de la Mouka qui nous attend. Parlons justice avec vous, le prof, avant de prendre Félix. Bilan sur la justice. 3 condamnations de gens qui ont fauché la vie des gens, ce qui n'est jamais fait dans le temps. 3 condamnations à mort. Une condamnation d'un grand membre du PPRD, enfin je veux dire du FCC, M. Doli Makambo, qui se retrouve aujourd'hui à l'hôpital parce que suite à des complications, vous le savez. L'interpellation de M. Moukia, qui est un ancien candidat à la présidentielle, au présidentiel je veux dire, un proche du président de la République, retenu pendant une semaine à la prison Makala, ce qui ne se faisait jamais dans le temps. Mais en même temps aussi, il faut parler de la détention de Mike Mukebai, qui finalement reste en prison parce que détenu, la procédure n'est toujours pas respectée. Est-ce que vous pensez que la justice a quand même évolué un peu? Un peu, mais il ne faut pas citer Mo qui a passé Mo qui était déjà en prison avant, donc on connaît Mo qui a... Oui, mais il n'a jamais été candidat président. Non, mais ce n'est pas une excuse. Mais il était opposant, on va dire. Hein. Ça Ouais, ne comptait pas beaucoup à l'époque. Oui, mais bon,
si on dit par rapport à... Mais les cas de Dolly, c'était tellement flagrant, je ne sais pas comment ça pouvait être autrement. Donc, je crois que... Oh non, mais on connaît. Quelqu'un qui a battu un enfant. L'enfant de quelqu'un a tué un avocat. Hein, et puis, il fait partie comme ça, quoi. C'est dommage, je crois que Tshisekedi vient de prendre le pouvoir, il ne pouvait pas s'illustrer dans ce genre de flagrance, je ne pense pas. Mais il y a plus à faire. Il faut restructurer cette justice. Mais vous ne reconnaissez pas d'abord ce qui a été fait, Si, d'abord. je l'ai dit. Ah, d'accord, très Oui, bien. je l'ai dit. Il doit le faire. C'est obligatoire. C'est un devoir, c'est un droit des Congolais. Il ne peut pas faire autrement, sinon c'est lui le grand perdant. Voyez, quand on est au pouvoir, quand on prend des mauvaises décisions, quand on couvre les autres, quand on se mixe dans l'injustice, dans le clientélisme, on croit qu'on est en train de faire bien, mais ça va nous rattraper. Il n'a aucun intérêt à couvrir des gens qui ont commis des fautes graves, qui ont commis des crimes. Il n'a aucun intérêt. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées en matière de droits de l'homme, libertés individuelles par exemple, la répression des marches, tout ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées à ce côté-là? Oui, il y a des avancées, mais il faut dire que ce n'est pas le fait du seul gouvernement actuel. Hein. Donc, Tshisekedi était dans l'opposition, il s'est battu avec tout le courant de l'opposition, surtout avec la société civile. Et je crois qu'à un moment, il faut être honnête pour dire que la société civile était plus au fond que l'opposition. Hein, l'Église catholique, le CLC, on oublie trop vite ça. 2018, 2017, 2018, c'est la société civile qui était au fond. Il a rendu un vibrant hommage à la société civile Oui, et à l'Église catholique. Avec raison, parce que si Tshisekedi est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce en grande partie, je dois le dire, pas seulement la lutte de l'opposition, de l'UDPS, mais grande partie à l'organisation de la société civile. Parce qu'à un moment, l'opposition était essoufflée. Ça, il faut se le reconnaître. Donc, que moi, je ne reconnais pas. Donc, vous aurez le temps, vous aurez le temps, allez-y. Ouais, moi je dis ça m'engage. Très bien. 2016 et 2017, et on compare, faisons la soustraction. Vous prenez ces minutes, hein. On y va. Donc, avant 2017, l'opposition n'a pas eu le pouvoir. C'est 2016-2017, c'est la société civile, le CLC particulièrement, qui nous a porté et nous a donné ces résultats-là. Très bien. Donc, je crois que la justice, il y a encore de pas à faire. Et ce qu'il dit, il est mieux placé. Il a été victime de cette injustice, il a été victime de cet appareil judiciaire. Et je dis toujours, s'il ne le fait pas aujourd'hui, il va le regretter demain. Très bien. Parce que demain, la justice congolaise telle qu'il a hérité, c'est un appareil qui était à la disposition de Kabila. Et s'il le laisse en place, il va payer le prix. Félix Kabala, la justice, on va parler. Vous allez rebondir si vous voulez, mais la question de la justice, 15 millions de dollars continue finalement à tacher la belle robe blanche de Félix Tshisekedi. L'arrestation, disons la détention de Mike Mukeba est en prison jusqu'aujourd'hui, alors qu'on a vu la sérénité avec laquelle Mukeba est sorti, avec laquelle les conseillers du président est sorti. Est-ce que vous pensez qu'on avance, on fait par exemple 15 pas en avant et puis 2 pas en arrière? Est-ce que vous pensez? Non, je ne pense pas. Vous savez, l'impartialité de la justice doit être un élément pour lequel on travaille dessus, et le président de la République, qui en est le premier responsable, parce que c'est lui le juge suprême par rapport à la définition le magistrat suprême par rapport aux prérogatives de ses pouvoirs constitutionnels. Alors, j'aimerais dire que il ne faut seulement pas épingler des cas particuliers, il faut parler de la justice dans son ensemble. Dans son ensemble, c'est quoi? Il faut doter de la justice des mécanismes dissuasifs pour que le citoyen puisse comprendre, quelle que soit la classe sociale du citoyen, qu'il puisse comprendre que nul ne peut être au-dessus de la loi. Vous parlez des 15 millions, vous parlez de la détention de Mike Mukeba, je comprends, mais j'aimerais dire ceci. Le président de la République est la première personne, il est garant de bon fonctionnement de pouvoir public, des institutions, de la Constitution. Vous devez comprendre que il ne va pas s'immiscer dans les affaires de la justice en cours. Sauf que lorsque ces institutions ne fonctionnent pas, en tant que magistrat suprême, il met en place des mécanismes. Il a annoncé clairement. Pour renforcer aussi cette même justice, il y a déjà une organisation qu'on appelle le CCM, qui est au service du président de la République, pour le comité des changements de mentalité, qui impulse le temps pour que le citoyen puisse changer d'une manière comportementale, qui va nous mener à la mise en place de l'agence de la lutte contre la corruption. Et toutes ces affaires que vous venez d'épingler, ce sont des affaires pour lesquelles il y a une procédure, d'une manière ou d'une autre. Alors nous n'allons pas nous avancer dans des arguments à pouvoir faire le travail de la justice. Vous le contredisez quand il parle de l'apport
de l'apport non contestable de la société civile et de l'Église catholique. Non, je ne le contredis pas. Par rapport à l'apport, l'apport, oui. Mais je ne dis pas que moi, je ne suis pas d'accord avec lui que le président de la République est arrivé au pouvoir grâce à la société civile. Il a dit en partie, grâce en partie. Je dis c'est un apport. C'est un apport. Alors, pour lui, il sectorise, il catégorise juste 2 années. Ou 3. 2016, 17 et 18 ou 2017 et 18. Parce que des années cruciales en tout cas. Ce sont des années cruciales. Mais le CLC n'aurait pas dû avoir le courage de la liberté d'expression, ou tous ces acteurs de la société civile n'auront pas eu le courage de vaincre la peur si le soubassement du combat au début, il n'y avait pas eu une certaine UDPS en 1982, je le signale. En 1982, l'UDPS est créée. Le soubassement du combat de l'UDPS, c'était la conquête du pouvoir. Mais ils avaient un mur voilé devant eux. C'était la tyrannie de M. Mobutu à l'époque. Donc, M. Tshisekedi et ses pères fondateurs, les amis qui ont créé l'UDPS, ont dit qu'il fallait d'abord vaincre la peur. Pour vaincre la peur, ils ont impulsé un comportement de courage de tous ces gens qui venaient dans la vie politique, dans le combat de la démocratie, de l'avènement d'un état de droit. Ils ont donné ce courage, cette impulsion, et grâce à ce combat de l'UDPS, on a vu d'autres partis naître, même les partis alimentaires, la société civile surgir au moment de la conférence nationale souveraine qui a fait un travail énorme que nous applaudissons. Merci pour le rappel. Mais là, donc, il faut comprendre que le pouvoir du président Tshisekedi, c'est le peuple congolais en général, et il reconnaît aussi l'apport de la société civile. En termes économiques, vous devez savoir une chose, de 7 milliards à 10 milliards, comment mobiliser? On mobilise des fonds lorsqu'on sait boucher des niches fiscales. On mobilise des fonds lorsqu'il y a des investissements. On mobilise de fonds lorsqu'on prend de mesures qui permettent à ce que l'économie puisse être contrôlée. C'est la raison pour laquelle le président de la République parle de la numérisation de l'économie, parce qu'il faut contrôler tous les régimes financiers par lesquels l'État peut orchestrer de recettes. Alors, il faut comprendre une chose, il y a toujours 2 notions en matière d'économie. Le macroéconomique et le microéconomique. Le macroéconomique se situe au niveau des grands agrégats. Et le microéconomique, c'est là où on ressent, là où le panier de la ménagère doit réellement respirer. C'est le comportement du consommateur. Alors il faut comprendre que le Congo, pendant plusieurs décennies, le macroéconomique n'a jamais servi totalement le microéconomique. Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a un fleuve à travers lequel il y a un paquebot qui arrive, un océan par lequel un paquebot arrive, prend le tout et va ailleurs, et après, on paye la République. On nous a habitués avec ces concepts, avec Matata. C'était tout le matin, macroéconomie, le soir, la microéconomie. Et puis finalement, après, la ménagère était toujours en train de souffrir. Exactement. Est-ce que vous êtes dans la même logique aujourd'hui? Nous ne sommes pas dans la même logique, c'est la raison. Une question directe, est-ce que le président Félix nous vend le vent? Non, le président Félix ne peut pas vendre du vent parce qu'il faut d'abord regarder son comportement dès qu'il arrive au pouvoir. Ouverture politique, mise en place de la disposition constitutionnelle, gratuité de l'enseignement. Vous aimez bien, vous aimez la gratuité de l'enseignement? On l'aime bien parce que comment est-ce qu'on va construire un État si, à la base, c'est lui qui doit recevoir la formation qu'il faut? Il est encore petit, on ne le forme pas, on attend le former quand il sera à l'université, non. Très bien. Monsieur le professeur, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer? On peut parler de la Mouka maintenant, ou vous pensez qu'on peut prendre juste 1 minute à chacun pour parler de la santé, ce qui est fondamental aussi? Très bien. Alors, parlons santé. Faisons un bilan du président en matière de santé. Est-ce que les choses ont évolué dans ce secteur-là? Il a parlé j'ai oublié les chiffres, mais un nombre assez important de gens qui seront pris en charge par la couverture médicale universelle. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui d'y arriver? Les bilans d'abord, après la perspective après. Je voudrais être franc avec vous. Tu sais que, quelle que soit la manière dont il est arrivé au pouvoir, c'est lui le président. Et personne n'a intérêt à ce qu'il échoue. Et lorsque nous donnons notre point de vue par rapport à la gouvernance, c'est pour l'aider à réussir. Tu sais que, moi j'ai pitié de lui. Tu sais qu'il a hérité d'un pays pratiquement en faillite. Je ne reprends pas le propos de Fayoulou. Je l'ai écrit 2-3 semaines avant Fayoulou, vous le savez. Et nous, on le disait déjà des années avant. Ce pays était en faillite depuis très longtemps. Quoi. De non moins importants acteurs de la scène congolaise, Dokolo. Syndicat de Kolo qui dit que le Congo, c'est un pays en faillite. Et ça, nous devons être conscients. Il faut que les Congolais intègrent ça. Que nous sommes un pays en danger. Nous sommes un pays pratiquement en faillite. Et lorsque nous prenons conscience de ça, nous prenons des dispositions pour rebondir.
sur le plan de la santé, il a pris le pays dans l'état où il est. Aujourd'hui, si vous voyez c'est plusieurs centaines et des milliers de jeunes médecins qui revendiquent d'être payés. C'est une situation dont il a hérité, il n'est pas responsable. Ouais, il n'est pas responsable. Donc, si un effort doit être fait pour le faire, donc c'est pourquoi je disais dans ce discours bilan, il aurait fallu qu'il dise aux Congolais, voilà dans quel état se trouve le pays pour que les Congolais, tu vois, il y a un discours dans ce pays dit notre pays est riche, mais c'est creux. Mais vous savez quand même que le président a été respecté par le Japon, qui lui reconnaît d'avoir mis finalement, si pas retardé, mais en tout cas bloqué la floraison de la maladie à virus Ebola. Ça se restera. Il a hérité un système, mais il a combattu parce qu'il a trouvé un expert, monsieur le docteur. Oui, mais comment il s'appelle encore? Ça, son actif. Oui, le docteur. On a vu comment ces programmes-là souffert, il y avait de l'argent là-dedans. Mouyembe, voilà. Américain, et il a pris le courage de contredire le gouvernement, de contredire le ministre de la Santé. C'était courageux, hein, très courageux en tout cas. D'installer Mouyembe qui est encore là. Mais Mouyembe a combattu l'Ebola depuis toujours. L'histoire d'Ebola au Congo est liée à Mouyembe. Comment on peut penser qu'on peut résoudre le problème d'Ebola sans Mouyembe? Voilà, c'est ça comment le pays a été géré. Donc, ça, c'est à son actif d'avoir eu le courage de remettre Mouyembe. Est-ce que vous pensez que le docteur Eteni est en train de faire un bon travail? Parce que aussitôt arrivé, il est allé d'abord faire le répertoire, parce qu'on l'avait conseillé de toute façon, j'étais le premier à le critiquer, et puis après il est revenu, je crois qu'il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Est-ce que vous pensez qu'il s'en sort un peu? Oui, mais la santé, c'est un secteur où on ne doit pas débattre. C'est un secteur sensible, où tout le monde nous sommes concernés. Je crois qu'on peut souhaiter que les choses aillent pour le mieux. Très bien. Alors, Félix Kabala, on termine cette question de la santé. Pensez-vous que le président réussit dans ce domaine-là? Virus Ebola, la rougeole qui est arrêtée maintenant, on va dire, c'est un peu arrêté, on va dire ça comme ça. Et puis d'autres, les médecins, il a rencontré le médecin, le président a rencontré ce médecin qui avait été gazé par la police. Ils ont rencontré, il a demandé pardon au nom de la police et il a promis qu'il allait trouver des solutions à leurs problèmes. Est-ce qu'on avance un peu? Je pense que les jalons posés par le président de la République, ce sont des signes très encourageants. Je veux rejoindre mon co-débatteur. Je suis d'accord avec lui sur le fait que le président de la République a hérité d'un pays qui, les termes utilisés par les autres, ont dit qu'il est en faillite. Moi, je ne parle pas de pays en faillite. On parle d'un pays en faillite lorsqu'on n'a pas même des unités de production. Un État en faillite. Un État en faillite, oui. Oui, un État en faillite. Donc moi, je ne veux pas parler d'un État en faillite parce que, vous savez, la petite jugeote économique qui est dans ma tête, qui tourbillonne dans ma tête, je me dis, on parle de faillite lorsqu'on n'a plus d'unité de production. On met la clé sous le paillasson. Or, pendant toutes ces années, nous sommes en train de connaître du succès de production dans un secteur qui est le secteur minier, qui produit régulièrement, mais ces ressources ne profitent pas aux Congolais. C'est la faillite. Donc c'est là où le président travaille dur, va travailler dur pour donner des solutions et que ce pays quitte dans cette zone rouge. Très bien. Revenir à la santé. Les jalons posés par le président de la République, par exemple, la réhabilitation de certains centres de santé, la construction de certains autres, la logistique qu'il amène au niveau de certains centres de santé, par exemple au niveau du camp Tchachi, bientôt ça sera également le camp Kokolo. Donc il est dans cette logique, et cette logique est encourageante. Et je m'aurais dire ici, par rapport à Ebola, on croyait que ça allait être une catastrophe. C'est une catastrophe, on croyait que ça allait être une calamité encore. Mais le fait que cet épidémiologiste, M. Mouyembe, arrive à stopper net la progression de cette maladie à virus Ebola, c'est à applaudir. Et c'est aussi à applaudir les chefs de l'État. Pourquoi? Il donne les responsabilités à qui de droit? C'est lui qui est compétent. Et en parlant du ministre de la Santé, Dr Eteni, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et c'est une personne très orthodoxe, très catholique dans ce qu'il fait. Certes, qui peut avoir de défauts, mais moi je regarde beaucoup plus les qualités du docteur Eteni, qui est en mesure de pouvoir suivre le conseil qu'on va lui prodiguer par ses collaborateurs, par tous ceux qui sont autour. Et je sais qu'il fera du très bon travail et surtout qu'il est une personne mieux écoutée par le président et qu'il écoute régulièrement le président. Nous irons dans le bon sens, peut-être, pourquoi pas, atteindre la même disposition comme celle de la gratuité de l'enseignement pour avoir les soins de la couverture santé universelle. Voilà, mesdames et messieurs, le décryptage du discours du président touche à sa fin. Nous ouvrons le deuxième et dernier chapitre qui nous prendra pratiquement 18 minutes. Eh bien, la Mouka. Martin Fayulu à Kinshasa, vous avez vu une foule, on commence par là, professeur. Est-ce que ça prouve à suffisance que Martin inspire? Oui, mais c'est Martin, comme je disais, c'est une ressource.
pour ce pays sur le plan politique. Et je voudrais une parenthèse pour rappeler que lorsque je parle d'un État en faillite, ce n'est pas un concept économique. C'est un concept politique. Et ça, il faut prendre l'aspect sécurité. Lorsque l'État n'est plus capable de protéger sa population, lorsque des groupes rebelles étrangers peuvent venir ou des Congolais peuvent s'organiser des groupes armés et percevoir des taxes et tuer des gens, faire la justice dans un État, cet État n'est plus. C'est ce qu'on appelle un État en fait. Ce n'est pas un concept économique. Parlant de Martin Fayulu, vous savez, le drame de ce pays aussi, c'est que le pays ne profite pas de ses ressources. Les Congolais, les hommes politiques sont des ressources. Je fais une parenthèse. Je prends un parti politique comme le MLC, 2005-2006. Mais c'était un grand parti. Seul le MLC pouvait conduire tout un gouvernement. Mais aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, ça s'est dissipé sans que le Congo en profite. Donc, quelqu'un comme Fayulu, c'est une grande ressource sur le plan politique, au-delà de conflits politiques, au-delà de partis politiques, au-delà de points de vue. C'est une grande personnalité qui a pu, même s'il n'est pas arrivé à exercer le pouvoir, qui a pu mobiliser ce pays pour la première fois qu'un ressortissant de l'Ouest aille se faire élire massivement à l'Est. Mais parce qu'il est accompagné par ceux qui sont à l'Est. Non, non, c'est pas lui seul. Il y a des gens qui m'ont dit on ne connaît pas Fayulu, on ne le connaît pas, mais c'est parce que Bemba a dit. Moi, j'ai fait l'Équateur. Bemba nous a dit de voter pour lui. On est allé voter pour lui. Mais c'est ça. C'est ça aussi, la politique. La campagne de Fayulu, il n'est pas arrivé au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que ça a marqué encore une fois l'unité de ce pays. Vous savez qu'avant les élections, il y a des gens qui ont développé des discours en ciblant sur la corde régionaliste, la corde tribale. Et ça, c'est une ressource. Ça, c'est positif. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui est encore présent sur la scène politique. Ça ne m'étonne pas qu'il soit reçu par autant de gens. Alors Félix Kabala, la même chose. Hein. Pensez-vous que le retour de Martin Fayulu soit finalement la preuve que, il est toujours, c'est un rangueur de foule, il est toujours celui dont le peuple attend véritablement. Chipoï, on le met sur Chipoï, c'est le signe de la royauté, c'est le signe du pouvoir. On dit que vous n'êtes pas, la terre n'est pas digne de vous recevoir. Vous êtes tellement élevé qu'il faut marcher sur les Chipoï. Non, mais vous savez, les Chipoï, la notion de Chipoï, je peux aussi sortir ici au coin de la rue et que je finance, et je peux être aussi sur un Chipoï. Hein, mais pas par milliers de personnes comme ça. Non, mais je peux réunir ça aussi dans ma commune native, la commune de Lemba. On peut me transporter en Chipoï, je fais un Facebook direct et je peux dire aussi tout ce que je veux. Vous savez, M. Martin Fayulu, je le respecte en tant que président des décidés, ancien candidat président de la République, malheureux parce qu'il n'a pas pu se faire élire président de la République. Pourtant, il ne le dit pas. Hein. Non, mais il ne le dit pas parce qu'il est dans la confusion. Parce que j'ai suivi M. Martin Fayulu à travers des médias internationaux. Donc, vous savez, à travers ces médias, vous comprenez que M. Fayulu, deux fois, donc, il était toujours dans la confusion. Il était dans la contradiction de ses propres propos. Vous savez, on ne peut pas se dire être président de la République lorsque on se base sur de fuites de serveurs de la CENI. Parce que à côté, il dit « J'ai été élu président de la République. Quelles sont tes preuves ?» Non, mais il y a eu de fuites du serveur de la CENI. Mais attention, M. Martin Fayulu. Donc vous êtes en train de parler d'une irrégularité et aussi d'un contexte qui est beaucoup plus illégal. Vous avez eu de fuites. Pouvez-vous nous citer de qui avez-vous eu de fuite? M. Martin Fayulu lit cela, mais vous savez, l'Église catholique avait... Non, attention, il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas accuser l'Église catholique. Mais vous ne répondez pas à ma question, M. Fili. Moi, je pose la question simple du plein. Est-ce que le plein qui est là détermine sa grandeur, sa vie politique aujourd'hui? Je ne parle pas de ça parce que ça n'a pas de substance pour moi. Le peuple congolais, de foi, pour convertir la popularité, on doit convertir la popularité dans l'urne. On convertit la popularité dans l'urne. Alors, lorsqu'on te filme pendant 2-3 minutes et que tu te penses que non, voilà, effectivement, j'étais celui qui a été élu par le peuple congolais. Mais non, c'est la raison pour laquelle je dis que M. Martin Fayulu continue à être dans la contradiction, raconter des inepties aux Congolais que c'est lui qui a été élu. Et lorsqu'on lui pose des questions, il parle de fuite de serveurs de la CENI. Mais ce monsieur doit être entendu aussi par la justice à un certain degré. Parce que lorsque vous parlez de fuite de la CENI, il doit nous dire qui est ce responsable de la CENI qui lui a fait fuiter
vérifier Très bien. ces éléments. On évolue. Et Voici... s'il ne nous donne pas des réponses, on peut quand même ouvrir une enquête sur ça. Voici ce qu'il dit. Il dit que le président Fachi a été trompé par Kabila. Il s'est fait tromper, il s'est fait avoir. Et que c'est Kabila, Félix, qui donne la béquille à Kabila parce que le chapitre Kabila a été déjà clos. Et si nous sommes en train de conduire cette vie, c'est à cause de Fachi. Non, ça c'est faux. Je vais donner un argument simple. Qui est le souverain de cet État? C'est le peuple congolais. L'article 5 le dit clairement. Ils vont aux élections, on va aux élections, ils se choisissent leurs dirigeants. Ce même peuple, le président l'a répété dans son discours de l'État à la nation, ce même peuple lui donne la majorité présidentielle. Élection présidentielle, il l'emporte. Mais ce même peuple donne la majorité parlementaire aux anciens dirigeants. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ce contraste? Ce contraste, c'est-à-dire quoi? Ce même peuple, je le comprends, je ne peux pas le condamner. Attendez, vous savez, on peut avoir, comme on le dit en lingala, Vienanga quartier, Azalaka na muta FCC. Mais un président n'a voté, n'a commis Fachi. Ah, Vienanga, moi ça là, pesa biso ma soit quartier, moi ma sangwa quartier, moi ba geste wana, il faut que je puisse être reconnaissant. C'est tout à fait naturel, c'est normal. Mais c'est la raison même pour laquelle le président de la République parle du retour des élections à 2 tours. Parce qu'il sait de quoi est-ce qu'il parle. M. Kabila n'a pas piégé le président de la République. C'est le peuple congolais qui en a décidé ainsi. Très bien. Et lui n'a fait que mettre cela en pratique. La coalition. Est-ce que le chapitre Kabila a été clos et que c'est Fachi qui l'a finalement donné de béquilles? Tout à fait. Et c'est là où Fachi doit faire très attention pour le lendemain. Les couleurs sont données. Les gens du PPRD le disent. Ils attendent, j'ai vu des vidéos, ils chantent retour de Kabila en 2023. Ils ne se le cachent pas. Et c'est ça la responsabilité que Fachi va porter. Est-ce que Fachi va dresser les lits de Kabila pour le ramener... Chauffer son siège? Voilà. En 2023, c'est une responsabilité qu'il a devant la nation. Kabila a été fini, effectivement. Nous, on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Même si j'aime bien qu'on me dise comment il était fini, parce que moi, je me dis toujours la question, comment il était fini? Qui est celui qui avait l'armée, il avait le contrôle de l'économie, il avait l'Assemblée nationale, il avait le Sénat. Comment il allait finir? Oui, il était fini, à moins qu'il prenne les armes. Il avait les armes pour reprendre le pouvoir par la force. Mais par les élections, c'était fini. Vous parlez de l'homme Kabila ou son système, ses alliés et tout, ça, même tout le reste? Système. Mon ami a tout de parler des élections ici. Même, bon, d'une part, vous dites Fayoulou doit prouver qu'il a gagné les élections. Mais tu sais que non plus, ni Nang n'a prouvé que tu sais qu'il a gagné les élections. La loi dit ceci. Ah non, c'est faux, monsieur. Laissez-le. La loi dit, oui. C'est la loi qui recommande à la CENI de publier les élections, bureau de vote par bureau de vote, comment on dit, bureau de vote par bureau de vote, circonscription par circonscription. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on l'a fait. Et pourtant, vous êtes rattrapé par le syndrome de la contradiction. Et pourtant, attendez. C'est la sommation de bureaux qui fait la victoire dans une circonscription, la sommation qui fait la victoire dans le pays. Nanga a balancé un résultat et pendant 2 mois et 2 mois, on a réclamé ce résultat-là, ça ne vient pas. Mais... Donc, Fachi est là, c'est lui qui a l'impérium, comme aimait dire Titi, c'est lui qui a l'impérium. On ne va pas ramasser tout ça, revenir sur tout ça, le pays doit avancer. Ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, je crois qu'il faut revenir dans tout ça, mais on doit se respecter. Au-delà de tout ça, on doit se respecter. Et aujourd'hui, je dis, Fachi a une grande responsabilité. Il vient de l'UDPS, c'est le parti qui s'est battu pour le changement pendant toutes ces années. Il doit donner au Congo la chance de vivre ce changement, effectivement. Et il a comme un tendon d'Achille Kabila qui est là, dont il a fait son partenaire et qui peut le piéger à tout moment. Et les lieutenants de Kabila ne se les cachent pas. Alors, comment vous expliquez la position de Katumbi, la position de Bemba par rapport à la radicalité de Fayoulou? Il est le seul à porter ce message de pantin, de marionnette, ainsi de suite, alors qu'il n'est pas président du présidium. C'est le président du présidium, c'est Mozito. Si Klamko gagne les élections, c'est lui qui serait président, il ne serait pas 3 présidents. Hein, mettez-vous à sa place. C'est lui qui serait président. Et il a eu des données chiffrées de part et d'autre. L'Église catholique, certains observateurs, tout ça, qui lui disaient que c'est lui qui a gagné. Vous aurez la parole, vous en faites pas, Félix. Donc, mettez-vous à sa place. Ça lui a échappé entre les doigts. Donc, la Mouka est plurielle. La Mouka, c'est pas comme le FCC qui est orienté derrière un homme. Tu sais qui dit Kabila. C'est pas le FCC. La Mouka est plurielle. C'est plusieurs leaders. Donc c'est normal qu'on ait des tempéraments différents. C'est normal qu'on ait des approches différentes. Et que quand Fayoulou, qui estime qu'il avait gagné les élections, puisse avoir certaines réactions, certaines positions, moi je comprends. Oui, vous savez sincèrement,
monsieur le Il nous professeur. reste 7 minutes, on va terminer. J'ai beaucoup de respect pour votre qualité débatique, mais vous savez, évitez d'être rattrapé par le syndrome de la contradiction fayouliste, parce que d'abord, de un, lorsque Fayoulou est les seuls à porter ces messages, c'est parce que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui sont les vrais patrons de M. Martin Fayoulou, ont constaté qu'ils avaient créé un monstre qu'on était en train de leur annoncer par celui qui est actuel président de la République. Martin Fayoulou a été un monstre qui a été créé, monstre pas dans le sens péjoratif. Sinon, je le retirerais comme... Oh, ouais, pas dans je le comprends. sens Vous dites péjoratif. politique. Ok, dans le sens politique. C'était un monstre qu'ils avaient créé et ce monstre allait être incontrôlable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et des deux, monsieur le professeur, je sais que vous avez une argumentation pédagogique, mais attention, lorsque vous dites que Fayoulou avait des chiffres, il faut faire la différence. Quels chiffres? Les vrais chiffres, ce sont les chiffres qui proviennent de PV. Et les vrais chiffres ici, ce sont les chiffres produits par la CENI. Et la loi le reconnaît. Vous savez, lorsqu'il parle de l'Église catholique, il parle de deux choses à la fois. Mais la CENI n'a pas publié les résultats bureau par bureau. C'est ça le problème. La CENI... Le hic est là. Écoutez, vous savez quoi? Moi, je ne vais pas m'immiscer dans les affaires de la CENI. Le timing que la CENI avait, c'était la toute première fois qu'on puisse avoir des élections, pareil, directes, présidentielles, législatives en même temps, et avec le nouveau système qu'ils avaient créé. Alors, on l'a pas eu en 2006? C'était pas la même chose? On l'a eu en Non 2006, mais il y avait des séquences. Ah, d'accord. Il y avait eu des séquences, mais en 2018... Mes souvenirs sont vieux, en tout cas. Je comprends, monsieur Bossembe, mais la réalité est que, entre l'observation et celui qui est témoin, clairement, il y a d'abord le PV signé par les témoins. L'Église catholique était observateur. C'était des observateurs sur le terrain. Ils ont fait un rapport d'observation par rapport, d'abord de un. Martin Fayoulou n'avait pas un centre de compilation. Nous en avions un. Parce que la preuve en est, au lieu de se baser sur son centre de compilation, Martin Fayoulou a comme argument le fuite du serveur. Vous savez que c'est un débat ancien, on risque de revenir sur qui a gagné. On ne va pas revenir sur ça. Mais parlons plutôt du discours de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou accuse le président Fachi, par exemple, de ne rien maîtriser. Il accuse le président Fachi de ne pas maîtriser les tueries à l'est du pays. Et s'il y a des guerres à l'est du pays, c'est parce qu'il n'y a aucune institution légitime. Il dit que les gens ne respectent pas les mots d'ordre. Est-ce que vous pouvez le rencontrer dans ce moyen? Encore une contradiction, parce qu'il dit c'est parce que l'armée et les gens ne respectent pas le mot d'ordre légitime. Mais il reconnaît qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a un chef, qui est le chef de l'État. Qui n'est pas respecté. Qui n'est pas respecté. Même s'il dit qu'il n'est pas respecté, ça n'engage que lui. Mais au moins là, à ce niveau, je suis d'accord avec Martin Fayoulou que tu reconnais qu'il y a un chef, mais tu mets un bémol pour dire qu'il n'est pas respecté. Merci beaucoup de reconnaître le président Tshisekedi, même si vous êtes plein de contradictions. Mais lorsqu'il y a des tueries à l'Est, on dit très bien, il y a la campagne qui a été engagée par le président Tshisekedi qui est un succès. La réalité, c'est quoi? Les démantèlements de ce réseau terroriste, tellement qu'ils sont en débandade à cause de la frappe chirurgicale qu'ils reçoivent de l'armée, des opérations de l'armée, ça le met en colère. Ils reviennent sous forme de sabotage, qui est un des éléments de menace auquel un État fait face. Mais nous travaillons là-dessus. Ce n'est pas ici l'endroit et les lieux pour parler de toutes ces stratégies, même si je peux avoir certaines informations. Je n'en dirai pas ici quand même. Est-ce que vous pensez, monsieur le professeur, on va terminer, il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous pensez que Martin Fayoulou a tort de dire que ce qui se passe à l'Est, c'est à cause de l'illégitimité de Félix Tshisekedi? C'est un hold-up, c'est la suite d'un hold-up électoral. Bon, moi, je ne me situe pas à ce niveau-là. Le problème, c'est Kabila. On ne résout pas un problème avec ceux qui ont créé les problèmes. On ne se le cache pas. Kabila est le fruit de ce système. Kabila est venu ici dans le contexte de l'AFDEL. Et depuis que Kabila est là, Kabila père et fils, les Congo, Béni, toutes ces régions sont toujours dans l'insécurité. Et vous demandez à Kabila, vous gardez les collaborateurs de Kabila, les généraux que Kabila a placés pour résoudre ces problèmes. C'est illogique. C'est là où tu sais qu'il pêche. Mais est-ce que vous dites généraux de Kabila? Est-ce que Kabila a des généraux? Si. Vous dites les généraux de l'obédience de Kabila? Oui, mais il y a des généraux. Ça revient quand même. Il y a des généraux qui ont été sanctionnés par l'Union européenne, tout ça. On a demandé à Kabila de démettre pour mieux faire. Kabila les remet aux affaires. Et ce sont ces gens-là qui doivent aller résoudre les problèmes à Béni. Et vous demandez à la MONUSCO qui a fait des rapports sur ces gens de collaborer avec les mêmes personnes pour résoudre les problèmes. Quelle serait la bonne solution maintenant? Il faut écouter cette population qui vit les choses, qui connaît ses commandants, qui connaît qui est qui. Lorsqu'ils les demandent, tu sais que tu es placé là au nom de la population, ils les écoutent. Et on demande, ils ne demandent pas quelque chose de spécial. Mettez de côté ces commandants, il y en a beaucoup.
Choisissez des commandants qui peuvent être crédibles. Ça va révoguer les troupes. Mais le chef de l'État, le commandant suprême, il a remplacé la chaîne de commandement. Il a remplacé la chaîne de commandement. Il a remplacé des 11 000 personnes à 21 000. Monsieur le professeur, c'est doublé. On parle de figures phares que vous connaissez, qui sont sous sanction, des figures phares qui sont soupçonnées de collaboration avec l'ennemi. Et qui doivent quitter les lieux. Très bien. On ne résout pas un problème en créant un autre, monsieur le professeur. On ne résout pas un problème avec ceux qui ont créé les problèmes. Je dis ceci, on ne résout pas le problème en créant un autre. Un autre, c'est quoi? Ces et celles... Quand tu as peur, non, ces et problème. celles que vous êtes en train d'accuser, les personnes que vous accusez, logiquement parlant, ce ne sont pas les généraux de Kabila. Ce sont des généraux de la République. Et ces généraux de la République ont un commandant suprême qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et les changements orchestrés par le président à l'Est, au niveau de la chaîne de commandement des opérations et au niveau des troupes, c'est-à-dire 11 000 swappés pour 21 000, c'est-à-dire changés pour 21 000, ce sont des éléments clairs qui indiquent que d'abord, le président maîtrise la situation et il y a des territoires et territoires qui ont été récupérés. La chose que vous oubliez, vous omettez de comprendre est que les gens qui sont en train de créer cette insécurité à l'Est, ce n'est pas une guerre atypique que l'on connaît, conventionnelle comme ça, c'est une guerre asymétrique. Ces personnes se fond dans la population pendant la journée, il est comme vous et moi, mais durant la nuit, il devient l'objet d'insécurité contre cette même population. Et le président de la République, dans son adresse du discours de l'État de la Nation, le président de la République a responsabilisé, appelé à la responsabilité les élus du Nord Kivu et du Sud Kivu. Cela voudrait dire que le président ne voudrait pas faire de cette affaire une affaire personnelle parce que c'est lui le président de la République, mais il voudrait impliquer tout le monde. Parce que demain, si les résultats escomptés ne sont pas là, il y a des responsables qui répondront de leur acte. Parce que quand on est dans l'armée et qu'on est un général, on est un colonel, un gradé, et qu'on donne des ordres par les supérieurs, et qu'il n'y a pas de résultats, et qu'il n'y a pas de réponses adéquates, sachez-les très bien que c'est la justice qui tranchera. Très bien. Il y a un bémol, il faut rappeler, je me suis rappelé le matin, il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dit que, c'est pratiquement l'ancienne méthode, les rebelles ont les tenues militaires des FARDC. Alors, qui donne à ces rebelles les tenues des FARDC? Où est la top? Comment on n'arrive pas à mettre la main sur la top? C'est la question. La question est très bonne. Mais sauf que M. Bossembe a accepté, et mon co-débatteur sera d'accord avec moi, au lieu de me contredire, peut-être il me complétera là-dessus. Vous savez, il y a certaines questions qui relèvent de la sécurité nationale, de la défense nationale. Ce sont des questions de stratégie. Parce que le commandant suprême est la personne la mieux informée et qui a toutes les cartes sur sa table, il sait où commencer. Si aujourd'hui, on peut dire que non, voilà comment est-ce qu'on est en train d'opérer pour avoir des tops et ainsi de suite. Mais attendez, je n'ai pas besoin de me retrouver devant le conseiller spécial en matière de sécurité pour répondre des questions. Monsieur le professeur, on termine. Lorsqu'il y a de soupçons, il faut être sensible à ça. Et qui soupçonne? C'est cette population-là qui vit avec ces gens. Ce sont les leaders de ce coin-là qui connaissent mieux la réalité. On ne demande pas qu'on puisse éradier les gens, on ne demande pas qu'on puisse mettre les gens en prison. Remplacer, ça demande quoi? Très bien. C'est ce qui est en train d'être fait, monsieur. Non, mais les visages qui sont connus, qui sont soupçonnés doivent être... On dit la même chose. Non, c'est là où vous ne comprenez pas que je dis ceci. On ne résout pas un problème en créant un... Mais ça ne va pas être un problème quand Dites-moi, quel problème on va créer si on déplace des figures, ils vont être frustrés. Les figures sont en train d'être déplacées. Très bien. Sauf qu'on a peur de personne. Alors, on a peur de personne. Et c'en est fini, merci beaucoup. Vous n'avez pas peur d'eux, moi j'ai peur de minutes parce que la télé c'est l'argent. On va regarder, vous allez regarder la caméra, monsieur Félix Kabala, vous allez donner vos coordonnées et continuer les débats avec ceux qui voudront le faire. Félix Kabala est toujours à votre service, au service du président de la République, son communicateur, l'un de ses communicateurs. Vous voulez continuer les débats avec nous et poser des questions, vous m'appelez au 082 612 07 06. S'ils sont méchants avec vous, ben vous allez savoir comment vous allez faire. Je vais toujours relativiser. J'ai toujours relativisé dans le combat et pourquoi pas aujourd'hui au pouvoir. Monsieur le professeur, la même chose. Voilà, mes coordonnées sont connues, c'est José Adolphe Voto, plus 243 81 71 26 728. Sinon, adovoto@gmail.com. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je vous retrouve demain, un nouveau numéro. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Merci. Merci, prof. Un plaisir.